Donc bonjour à toutes et tous, merci, d'être parmi nous, ce matin pour ce webinaire dédié aux jumeaux numériques, au double numérique, de votre patrimoine. Donc ce webinaire est organisé par le pôle culture, patrimoine et art de vivre d'Atout France et il est ouvert, comme vous avez pu le constater, à tous, à nos partenaires puisqu'on anime un réseau de professionnels du patrimoine, à la fois des sites patrimoniaux, des réseaux patrimoniaux et des organismes, territoriaux tels que des offices de tourisme, des comités départementaux du tourisme, des comités régionaux du tourisme et différents gestionnaires de sites, culturels et patrimoniaux. Le webinaire est organisé, heu, par, Emmanuel et Chiara. Emmanuel donc de, la société, Arkenum et Chiara qui est chez AGP, Art Graphique et Patrimoine. Donc ce webinaire se tiendra à 2 voix, celle de Chiara et d'Emmanuel, qui s'alterneront, au fil de son déroulement. Je précise également que, suite à ce webinaire, auront lieu 2 autres webinaires. On vous en dira plus à la fin, du webinaire, qui auront lieu donc, courant novembre. Donc je laisse la parole à Emmanuel, je crois, qui va débuter, ce webinaire. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Sabrina, bonjour à tous, content de vous compter parmi nous. Est-ce que vous voyez bien tous l'écran, hein, jumeaux numériques de votre patrimoine? Je suppose que oui, donc j'ai fait un partage d'écran. Donc, comme vous le savez, puisque vous êtes inscrit, ce webinaire est dédié à ce qu'on appelle les jumeaux numériques. Qu'est-ce qu'on appelle jumeaux numériques? C'est une appellation un peu plus savante, un peu plus qualitative pour parler de numérisation. C'est vrai que quand nous, on a commencé Arkenum il y a 25 ans, dans tout ce qui était numérisation documentaire papier, on ne parlait pas encore de jumeaux numériques. Je pense que c'est vraiment arrivé avec l'avènement de la numérisation de tout ce qui est bâtiment, objet, où on parle vraiment de jumeaux numériques. Mais on va revenir brièvement sur cette appellation-là. Avant de commencer, peut-être préciser le cadre, hein, de cette intervention. Le but n'est pas d'aller très loin dans la technique, parce que dans un premier temps, on a une audience qui est assez hétéroclite en termes de niveau d'expertise et de provenance, hein, puisqu'on a des offices du tourisme, on a des musées et sites historiques, on a des représentants de régions, de villes, de communautés et d'universités. Donc l'objectif pour nous, avec Atout France, Art Graphique et Patrimoine Arkenum, c'est d'essayer de balayer les différentes typologies de patrimoine et les technologies qui sont disponibles pour préserver vos patrimoines. Ça va être aussi d'expliciter des termes et des technologies qui ne sont pas toujours très clairs pour bien comprendre la distinction que l'on fait entre 3D, 360 degrés, ou toutes les différentes technologies utilisées, notamment pour la numérisation des bâtiments. Donc ça, Art Graphique et Patrimoine vous en parle un peu plus parce que c'est vraiment une technique assez spécifique et qui recouvre des réalités différentes. Et enfin, on finira cette présentation par ouvrir la porte aux possibilités de médiation et de communication que le format numérique ouvre, puisque la numérisation, entre guillemets, n'est qu'un moyen d'atteindre différents objectifs. À partir du moment où vous avez le jumeau numérique, vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez en fonction des objectifs que vous êtes fixés. Donc, je vais présenter... attendez, pardon, excusez-moi. Je vais rebasculer. Hop. Donc, on va avoir différentes typologies d'intervenants, puisque ça va être des personnes qui ont un savoir-faire vraiment différent. Donc, je vais laisser Art Graphique et Patrimoine se présenter. Alors, bonjour à tous. Chiara Cristarella d'Art Graphique et Patrimoine. Je suis responsable communication et business développement. Et je suis accompagnée par Thomas, que je laisse se présenter. Bonjour à tous. Donc, c'est vrai que ce ne sera pas à 2 voix, comme le disait Sabrina, mais à 3 voix. Donc, moi, Mes excuses. Il n'y a pas de problème. Je suis ingénieur commercial chez Art Graphique et Patrimoine et de formation géomètre et télépilote drone. Donc, tout ce qui est acquisition terrain. Voilà, donc j'ai demandé à Thomas effectivement de se joindre à nous pour pouvoir encore mieux à la fois répondre aux questions et parler des technologies qu'on utilise aujourd'hui pour l'acquisition des données dans les cadres de monuments, œuvres d'art, comme AGP fait depuis une trentaine d'années. Très bien, merci. Et de mon côté, je m'appelle Emmanuel Frémaux, je suis en charge du marketing et des solutions de valorisation chez Arkenum, donc une société qui est née en 1999 et qui est principalement dédiée à l'audit, la préservation numérique et la valorisation de tout ce qui est fonds papier iconographique, que ce soit pour des établissements publics patrimoniaux, mais aussi des sociétés privées en France et à l'étranger.
Voilà, donc vous avez un petit peu je dirais le spectre des compétences. Je vous propose de passer sur le sommaire. Donc, on va faire une introduction brève de tout ce qui est jumeaux numériques, numérisation. Et après, on va découper, je dirais, notre présentation en deux grands univers. D'un côté, la numérisation de documents et d'objets qui sera principalement présentée par moi. Et de l'autre côté, la numérisation de monuments historiques et des lieux de culture, donc qui sera plutôt présentée par Art Graphique et Patrimoine. Et in fine, on viendra après sur les bénéfices et opportunités que vous pouvez attendre de ces jumeaux numériques-là. Et enfin, aller plus loin, vous donner des pistes de réflexion et des pistes, pourquoi pas, de développement de nouvelles actions. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle un jumeau numérique? Donc, dans la définition que l'on peut retrouver sur Internet, un jumeau numérique, en anglais c'est digital twin, c'est une représentation numérique précise et complète d'un bâtiment ou d'un objet. Donc, qui va aboutir au développement d'un modèle numérique créé en utilisant des technologies de pointe qui vont être variées. On va parler de photos, de modélisation et de numérisation laser. Donc ça, ces technologies vont être expliquées principalement par Art Graphique et Patrimoine pour tout ce qui est documents bâtis. C'est vrai que ce terme jumeau numérique est parfois utilisé. D'autres fois, on a le terme double numérique. En tout cas, en ce qui nous concerne, dans le domaine patrimonial, on considère que les deux expressions ont la même signification. Parfois, on va retrouver le double numérique comme signification, comme appellation utilisée dans le domaine médical aussi. Mais vraiment, nous, dans le domaine patrimonial, jumeau numérique ou double numérique ont la même acception. Nous, chez Arcanum, on va parler aussi de jumeaux numériques ou tout simplement de numérisation, puisqu'on fait depuis 25 ans de la numérisation pour les établissements. Il n'y avait pas ce terme-là qui était explicité. Donc, double numérique, jumeaux numériques, c'est en gros la même chose dans le domaine patrimonial. Donc après, il va y avoir aussi, par-delà le fait de savoir ce qu'est un jumeau numérique, quels vont être les usages. Pourquoi il y a un intérêt ou pas, en fonction des typologies de documents ou des typologies de monuments, à préserver et ou valoriser vos patrimoines. Donc le but premier de la création d'un jumeau numérique, c'est vraiment de préserver pour la postérité un document, un objet qui est menacé par l'usure du temps. Donc par exemple des documents papier, ça va être par exemple des moisissures sur le papier, ou bien ça va être l'encre qui va s'effacer, ou la manipulation à répétition d'un registre ou bien de photos et ainsi de suite va user le document. Et pour pouvoir le préserver pour la postérité, donc il est parfois nécessaire de numériser et d'en disposer au format numérique. Ça va être la même chose aussi pour les bâtiments, d'autant plus quand ils sont à l'extérieur. On le voit avec le cas malheureux de Notre-Dame de Paris. On n'est jamais à l'abri je dirais, de catastrophes naturelles et autres. Donc, une fois qu'on a acquis ce jumeau numérique au format digital, on va en parler de ces formats digitaux, il doit être archivé par les établissements, par les institutions, pour en garder une trace numérique. Donc ça aussi, c'est un travail en collaboration des institutions avec les autres départements en interne chez eux. Donc ça va être la DSI, l'informatique, pour pouvoir anticiper ces préservations numériques sur des espaces de stockage et parfois ce qu'on appelle en redondance, au cas où s'il y a un serveur qui plante, qu'il y ait un autre serveur qui puisse prendre le relais et qu'on n'ait pas perdu les éléments. Il y a aussi des éléments sur les disques durs. Donc il y a tout un tas de différentes manières de préserver numériquement en fonction des formats de fichiers, des volumes qui sont à préserver, à archiver numériquement. Donc, une fois qu'on a numérisé dans un premier temps, archivé dans un deuxième temps, on peut se servir de cet outil-là, dans un premier temps, comme un outil de travail pour différents corps de métier. Ça va être des chercheurs, des architectes, des services techniques, des bureaux d'études. Donc, notamment pour les architectes, les services techniques, les bureaux d'études, Art Graphique et Patrimoine réalisent des relevés 3D des bâtiments parce qu'ils vont en avoir besoin au quotidien dans l'administration, l'entretien de ces bâtiments-là. Mais on va avoir aussi, par exemple, pour des chercheurs, ils vont se servir de ces jumeaux numériques pour étudier ces documents-là dans le cadre de leurs travaux de recherche. Donc là, il y a vraiment un aspect outil de travail pour, je dirais, une communauté un peu restreinte d'utilisateurs. Mais au final aussi, le jumeau numérique peut également permettre de rendre accessible ou de valoriser auprès du grand public un document, une collection, un monument. Et là, on est dans le domaine du marketing de la communication, puisqu'il y en a certains qui sont dans ce domaine-là dans les auditeurs, où en gros,
l'ensemble des possibles est ouvert et ça va être vraiment de définir quelles sont les cibles que l'on veut adresser, les messages de communication que l'on veut porter, que ce soit in situ, en présentiel, ou bien en ligne, ou bien un mix de tout ça. Donc ça, c'est des questions que l'on se posera lors du deuxième webinaire qui aura lieu courant novembre et on va en parler à la fin. Donc, vous voyez par exemple sur la droite, hein, c'est une expérience de visite virtuelle de l'Opéra de Paris qui a été réalisée par Agraphic et Patrimoine. Mais ça, Chiara et Thomas en parleront un petit peu plus loin. Donc, qui dit jumeaux numériques dit numérisation. La numérisation remonte au début des années 90. Donc là, principalement, ce qui a démarré au début, en tout cas une pratique, je dirais, de masse, ça va être la numérisation patrimoniale, documentaire, qui a été une politique forte de l'État français, qui a démarré dès les années 90, où la PNF a démarré une politique de numérisation en 2D, principalement, hein, de documents papier, iconographiques. Au milieu des années 90, il y a un essor de la numérisation, surtout dans les services d'archives, parce qu'ils ont un devoir de mise à disposition des archives publiques, notamment de tout ce qui est registre, état civil, tout ce genre de choses qui sont nominatifs. Donc, ils devaient faciliter l'accès physiquement, mais tout le monde n'est pas près des archives départementales ou municipales, et c'était aussi de pouvoir les pousser en ligne. Le but aussi, l'objectif, c'était de pouvoir éviter la dégradation des originaux dont je parlais, avec des moisissures, avec des conditions de conservation pas toujours optimales, la disparition de l'encre sur les documents qui permettaient de pouvoir prendre connaissance des contenus de ces documents-là. Et in fine, en 1997, il y a eu une étape supplémentaire qui a été passée par la BNF, notamment aussi avec l'arrivée de Google et Google Books, qui voulaient pousser le patrimoine en ligne pour créer de la visibilité à Google et amener des trafics sur le site de Google. La BNF a décidé de lancer Gallica, la bibliothèque numérique de référence, hein, que vous voyez sur la droite, qui est vraiment l'une des références en France, ou si ce n'est la référence en matière de valorisation du patrimoine et qui se lance de plus en plus aussi dans tout ce qui est audiovisuel, ou même dans objet 3D. Donc c'est vraiment une bibliothèque numérique globale. Donc depuis, l'État français soutient la numérisation et la valorisation du patrimoine écrit en particulier au travers du ministère de la Culture avec des appels à projets dont on va parler un petit peu après dans la rubrique « Aller plus loin ». C'est aussi vous donner des pistes si vous avez envie de vous lancer aussi dans ces politiques de numérisation, de voir quelles sont les aides, quels sont les supports qui sont à votre disposition. Donc là, jusqu'à présent, on a vraiment parlé d'une politique de l'État forte quant à la numérisation patrimoniale documentaire. De plus en plus, et récemment, l'État aussi et les collectivités se sont emparés de la question de la préservation du patrimoine bâti et notamment des œuvres d'art avec leur numérisation en 3D, dont Art Graphique et Patrimoine s'est fait vraiment le champion, puisqu'ils existent depuis très longtemps. Donc le but, ça va être de sensibiliser les institutions avec le lancement de programmes de financement et de soutien de l'État. Donc, tel que ça avait été fait dans les années 90. Actuellement, avec les programmes PIA et France 2030, la numérisation 3D du patrimoine bâti et des œuvres d'art a vraiment pris un essor, et ça, Art Graphique et Patrimoine nous en parlera après dans un deuxième temps. Est-ce que, Chiara, tu veux ajouter peut-être quelque chose sur cette Oui, je partie-là peux ou pas? peut-être préciser que, en effet, Art Graphique et Patrimoine existe depuis une trentaine d'années. Donc, nous, on a commencé dans la numérisation du patrimoine, notamment bâti, mais aussi œuvres d'art, il y a longtemps. Mais c'est vrai que la prise de conscience de l'État et des institutions est plutôt récente sur l'importance de l'archivage et du numérique pour monuments et œuvres d'art. Donc, il y a eu le cas de Notre-Dame de Paris, Emmanuel t'a mentionné, qui a vraiment permis de se rendre compte de l'importance de créer ces copies digitales ou de ces empreintes numériques pour archiver la mémoire des sites et monuments. Ce qui aujourd'hui est de plus en plus important dans les cadres des changements climatiques aussi, des situations de conflit qu'on voit qui sont aussi aux portes d'Europe. Donc l'État aujourd'hui mène effectivement une politique de sensibilisation dans ce domaine qui est assez importante. Disons que voilà, en soi, les technologies de numérisation, les techniques de numérisation existent depuis effectivement déjà une trentaine d'années. Alors évidemment, ils ont évolué dans le temps, donc on va le voir, mais c'est vraiment récemment que tout cela a pris une dimension beaucoup plus importante et donc on verra par la suite des exemples concrets.
Très bien. Donc, on va parler dans cette première partie de numérisation de documents et d'objets. Donc, dans ce scope-là de documents et objets, on a une grande variété de fonds qu'on a préféré un petit peu découper parce que ce n'est pas les mêmes technologies, ce n'est pas les mêmes scanners, ce n'est pas les mêmes formats de sortie et les mêmes usages aussi. Et notamment, il y a des typologies de documents comme les documents audiovisuels sur lesquels il n'y a pas forcément beaucoup d'accent qui est mis, en tout cas depuis peu, sur ces typologies de documents et qui pourtant est parfois plus à risque. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, dans un premier temps, j'ai parlé de la numérisation de documents papier et iconographiques. Mais avant ça, donc, je vais parler un petit peu de vocabulaire. C'est vrai qu'avant de se lancer dedans, peut-être au quotidien, dans vos discussions avec vos collègues, avec des prestataires autres, parfois vous posez peut-être la question. Donc, on s'est dit avec Art Graphique et Patrimoine et Atout France qu'il pouvait être bien de repréciser un petit peu les grands principes, les grandes terminologies. Donc, bien sûr, quand on parle de numérisation, ce n'est pas avec des typologies de scanners, des scanners de bureau. Vous pouvez le voir sur la droite, hein, on a des scanners un petit peu pour toutes les typologies de formats. Donc, c'est vraiment des technologies assez particulières où on peut faire des grands formats en AA0. Donc, on va parler de scanners de livres que vous voyez un petit peu plus loin au fond, là, sur la photo, les scanners à balayage ou des scanners à plan, comme vous voyez en premier plan, pour numériser des affiches, des grands plans. On va avoir des scanners à microfilm. Donc, vous savez, le microfilm, hein, c'était des supports qui étaient utilisés sur des sortes de bobines sur lesquelles on pouvait intégrer des petites images. C'est ce qui se faisait pas mal dans la presse en France. C'est aussi à l'international, dans les établissements internationaux. Il y a beaucoup d'usages de microfilms, mais maintenant, il n'y a plus les outils pour lire ces microfilms. Donc, ils demandent à numériser, à réextraire ces images numériques qui avaient été intégrées sur ces microfilms. On va avoir aussi, pour tout ce qui est iconographique, des appareils photo numériques sur des potences qui vont permettre aussi de faire dans cet atelier photo différents niveaux de résolution. Donc justement, on va parler de résolution d'image. Quand on parle de résolution d'image, on va parler de 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi. Ça, on parle de documents. Hein. Graphique et Patrimoine nous en parlera pour tout ce qui est bâtiment, où là, on est dans des définitions beaucoup plus riches encore. La résolution de l'image, qu'est-ce que ça permet? En gros, plus le chiffre est élevé, plus la résolution, la qualité, la richesse de l'image est importante. Et plus on va pouvoir notamment aller zoomer dans des points de détail de l'image lorsqu'on est dans des visionneuses, par exemple, sur des logiciels. L'importance de définir quelles sont les résolutions d'image nécessaires va dépendre aussi des objectifs que vous allez vous fixer par rapport à ces campagnes de numérisation. C'est vrai que nous, chez Arcanum, on a tendance à, et je pense aussi que c'est la même chose sur Graphique et Patrimoine, on a tendance à partir en sens inverse, c'est-à-dire à partir de où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, et en fonction de ça, on va remonter les différentes étapes qui vont être nécessaires pour aboutir à ces éléments-là. Par exemple, vous voulez mettre en ligne dans une bibliothèque numérique, ou vous voulez imprimer sur des grands formats de cartels pour des expositions physiques, vous allez vouloir faire des livres événements. Et en fonction de tous ces éléments-là, des objectifs que vous souhaitez atteindre, on va définir quelles vont être les résolutions d'image. Si ça va être une numérisation en simple ou en double page pour les documents, quel type de métadonnées on va pouvoir intégrer. Donc, résolution d'image, la richesse de l'image que l'on va capturer. Parce que ces résolutions d'image aussi ont des impacts, non seulement en termes de valorisation, mais aussi en termes d'archivage. Il faut bien le voir aussi du côté des institutions. Parce que plus la résolution est élevée, plus bien sûr le poids des images est élevé et prend de la place sur les serveurs. Et qui dit place sur les serveurs dit des coûts aussi importants. Donc c'est de trouver les bons ratios en collaboration avec vous pour voir ce qui est acceptable et ce qui est nécessaire. On va parler aussi de degré d'ouverture du document, 180 degrés, 120 degrés, 90 degrés. Je vais vous montrer un exemple un petit peu après. En fonction du degré de conservation et de l'origine du document et de sa nature, on va pouvoir ouvrir les documents à 180 degrés, c'est-à-dire totalement à plat, ou bien à 120 degrés, de manière un peu plus restreinte, ou encore plus restreinte à 90 degrés. Et en fonction de ces problématiques-là, on ne va pas utiliser les mêmes typologies de scanners, on ne va pas avoir les mêmes productivités, on ne va pas avoir les mêmes coûts. Donc, parfois, c'est vrai qu'on reçoit des demandes de devis qui nous disent j'ai 32 livres, j'ai genre 152 livres. La problématique, c'est que pour pouvoir vous faire des devis précis qui soient cohérents, il va falloir que l'on vienne voir les documents, ou au moins qu'on ait des images, pour notamment voir quel est le degré d'ouverture du document, mais aussi le degré de conservation. S'il va être facile de tourner les pages, s'il y a des trous, s'il y a de la restauration à faire, et ainsi de suite.
Donc, une fois qu'on a parlé de scanner, qu'on a défini les bons scanners, qu'on a défini la résolution d'image, qu'on a défini un petit peu, je dirais, les problématiques liées au document et défini un petit peu la productivité, on va après réfléchir au format de fichier que vous souhaitez. Donc, il va y avoir, vous avez peut-être entendu parler d'images RAW, de TIFF, de JPEG 2000. Le RAW est l'acquisition, l'image d'acquisition en sortie de scanner, en sortie de l'appareil photo. Mais ce n'est pas ce que l'on va livrer aux établissements. On va livrer ce qu'on appelle des TIFF, qui sont des formats de conservation pérennes, d'archivage pour vous, pour le garder en haute résolution. Mais parfois, de plus en plus, pour des typologies de documents, ce TIFF est remplacé par le JPEG 2000, qui est un format de consultation, mais aussi de conservation qui est préconisé par la BNF. Et après, on va avoir des fichiers de consultation qui sont les JPEG, les PDF, ou bien PDF avec texte caché quand on a fait de l'OCR. Ou encore, on va avoir des formats de fichiers HTML5.objet qui sont vraiment plutôt pour des images d'objets ou des HTML5, c'est des images animées que l'on va pouvoir mettre sur des sites Internet. Donc, encore une fois, là, on essaie de vous donner quelques éléments clés. Si jamais après vous avez des questions, bien sûr, hein, vous pouvez poser les poser au fur et à mesure dans le chat et Sabrina nous débriefera en fin de présentation. Après coup aussi, bien sûr, hein, à travers Sabrina, vous pouvez obtenir nos contacts pour pouvoir échanger si vous avez d'autres questions un peu plus sur des points précis, puisque chaque besoin est unique et personnalisé, et donc on ne peut pas forcément répondre à toutes les demandes. Une fois qu'on a acquis l'image, on va avoir aussi ce qu'on appelle les métadonnées descriptives. En gros, c'est quelles sont les informations que l'on va intégrer en natif dans les images. Ça va être donc ce qu'on appelle du post-enrichissement des images numériques. Donc IPTC, les données IPTC, qui sont les données liées du scanner, la date de numérisation, sur quelle typologie de scanner, et ainsi de suite. Les établissements, en général, en ont besoin. Et puis après, on va pouvoir passer ce qu'on appelle des logiciels d'OCR, de reconnaissance de caractère sur tout ce qui est documents imprimés, où ça va permettre aux internautes après et aux utilisateurs chercheurs et ainsi de suite, tous ceux qui vont se servir de ces documents-là, de pouvoir retrouver plus facilement des informations sur une page A4 ou même A3, en simple ou double page. Grâce à l'OCR, on va aller directement surligner dans le document le mot ou les termes recherchés pour permettre de gagner du temps. C'est ça aussi l'intérêt, c'est de donner de l'intelligence à ces images-là pour que vos utilisateurs internes comme externes puissent bénéficier au mieux des technologies et trouver rapidement ce qu'ils veulent. Et enfin, on va avoir ce qu'on appelle les fichiers de récollement. En gros, quand on va faire de la numérisation ou quand on va réaliser des mises en ligne de collections dans les bibliothèques numériques, on va avoir besoin d'un côté des images, avec leurs métadonnées embarquées dans les images, mais aussi de l'autre côté des fichiers de récollement, qui vont nous servir, les fichiers de récollement, qui vont décrire les documents numérisés, mais aussi à mettre en ligne. Les dimensions des documents, l'état de conservation, si ça s'ouvre à 90 degrés uniquement, et ainsi de suite, le nombre de pages. Parce que c'est sur ces choses-là, c'est cette description dans le fichier de récollement que l'on va se baser pour pouvoir faire les devis, pour pouvoir vous proposer les numérisations les plus adaptées. Et aussi, lorsqu'on va devoir faire la numérisation, puis après la mise en ligne dans des bibliothèques numériques, on va se servir de ce fichier de récollement-là pour afficher dans vos bibliothèques numériques les informations qui décrivent ces images-là, puisqu'il n'y a pas d'intérêt uniquement à ne mettre en ligne que les images. Parfois, quand on veut expliciter un peu plus qui est l'auteur, la date de création du document, quelle typologie de document c'est, et ainsi de suite. Donc, tous ces éléments-là, ce vocabulaire-là doit vous aider normalement à essayer de comprendre au quotidien un petit peu plus, peut-être, j'espère en tout cas, les demandes que vous pouvez avoir. Donc, c'est vraiment une présentation assez grossière, bien sûr, il y a bien plus de détails, mais en tout cas, ça nous semblait nécessaire avant d'aller un peu plus dans le vif du sujet. Donc, comme je le disais, pour mener à bien un projet de numérisation patrimoniale, pour nous, il faut que l'on comprenne vos objectifs, et je pense que vous aussi, c'est nécessaire pour vous poser les bonnes questions, pour qu'on puisse vous conseiller au mieux. Comme je vous le disais en préambule, lorsqu'on numérise, c'est pour atteindre des objectifs. La numérisation n'est qu'un moyen
d'atteindre des objectifs qui sont la préservation, qui sont la valorisation, qui peuvent être les deux. Parce que les campagnes de numérisation ne vont pas avoir la même forme, ne vont pas avoir les mêmes critères de numérisation quand on va parler uniquement d'un usage web pour des bibliothèques numériques. Parce qu'il faudra faire la recherche plein texte, il faudra de la géolocalisation, des documents sur une carte géographique, il faudra une timeline avec une frise chronologique, et ainsi de suite. Donc tous ces éléments-là vont nécessiter des métadonnées précises et aussi des modes de numérisation avec des enrichissements spécifiques. Ou bien quand on a une impression sous format livre, par exemple, un livre événement, dont je vous parlerai peut-être un peu plus tard, ou bien des cartels grand format, là, clairement, on va devoir numériser en une définition beaucoup plus haute, peut-être du 400, du 600 dpi, parce que quand vous allez imprimer sur les cartels grand format, vous aurez besoin de ce niveau de résolution pour imprimer de manière parfaite ces cartels-là et donner une image qualitative dans le cadre de vos expositions, par exemple. Donc, souvent, l'étude d'un projet de numérisation va nécessiter le déplacement de nos experts, soit en France ou à l'étranger, pour valider, je dirais, la typologie de documents, les caractéristiques données et, in fine, les paramètres de numérisation pour pouvoir faire les préconisations de numérisation et vous fournir les devis les plus justes pour faire vos demandes de budget et ainsi de suite. Donc, ça va être aussi des approches personnalisées, comme je vous disais, par typologie. Comme vous le voyez un petit peu sur l'image, sur les scanners, il y a vraiment différentes typologies de scanners. On a près d'une centaine de scanners avec peut-être 20 ou 30 typologies de scanners différents. Donc, c'est aussi pour ça qu'on proposera, pour ceux qui le souhaitent, ceux qui sont intéressés, une visite des locaux d'Arkenum à Châtillon et aussi à la Seine-Saint-Denis d'Art Graphique et Patrimoine pour voir un petit peu, je dirais, le côté théorique, comme on vous le présente là, et le côté pratique aussi en visitant nos ateliers. Voilà. Donc ça, on vous en dira plus à la fin de cette présentation. Et aussi, Sabrina pourra répondre à vos questions à ce sujet. Donc, quand on parle de documents papier, il y a vraiment une grande variété de documents imprimés et manuscrits. Là, j'ai fait un petit shooting dans nos ateliers. Vous voyez qu'il y a des documents registres. À gauche, on va avoir des impressions un peu plus récentes avec les Cévennes. On va avoir des plans ou des calques, comme vous voyez en haut. On va avoir des négatifs photographiques ou on va avoir des lettres manuscrites d'Irelier, par exemple. Donc, il y a vraiment une grande variété de documents imprimés et manuscrits avec des modes de numérisation différents. Donc, tout type de fond est numérisable. On a même je vais vous en parler après, des livres-objets, ce que l'on appelle, qui venaient de la bibliothèque de jeunesse de Paris. Donc, leur numérisation, comme je vous le disais aussi, va être dictée par les contraintes des documents. Les dimensions des documents. Parfois, on a des documents qui sont au format A1, qui sont extrêmement épais. Je n'ai pas montré les photos, mais on a des documents qui font peut-être 20 ou 30 cm d'épaisseur. Carrément. Donc, on a des scanners avec des balances qui permettent de monter et de descendre d'un côté pour essayer d'avoir une planéité et de ne pas abîmer surtout le document. Depuis 25 ans, la problématique, c'est, moins maintenant, mais c'est de rassurer les établissements sur le fait que leurs documents précieux vont être numérisés de la manière la plus sensible possible par rapport à l'état de leurs documents. Donc, des approches personnalisées aussi, je vous le disais précédemment, par rapport à la contrainte d'ouverture des documents. Vous voyez, par exemple, ce scanner-là, c'est un scanner qui permet une numérisation à 90 degrés des documents. C'est un scanner qu'on utilise notamment en Allemagne, où on a un projet de numérisation au musée de l'imprimerie et des livres anciens, à Leipzig en Allemagne pour la Bibliothèque nationale d'Allemagne, mais c'est aussi des choses qu'on va déployer en France et ainsi de suite. Donc là, ça arrive vraiment à prendre des photos à travers, en réfléchissant avec un miroir et sans abîmer le document. Donc là, on parle d'ouverture restreinte, comme je disais, à 120 ou 90 degrés. Il faut bien comprendre aussi que ces typologies de scanners, je vous le disais aussi au préalable, vont avoir des impacts en termes de productivité en fonction de l'état du document. Il est bien évident que numériser un document à 180 degrés, qui est très facile à tourner en termes de pages, puisque là, quand on parle de numérisation patrimoniale, c'est on manipule uniquement manuellement les documents en tournant les pages une à une. Donc c'est vraiment un travail minutieux et qui est lié à une productivité, et les productivités et donc les coûts ne vont pas être les mêmes en fonction d'une numérisation en 180 ou en 120 ou 90 degrés.
On va avoir aussi des grands formats. Donc là, vous voyez, c'est nos scanners, scanner format double A0, hein, qui fait de 1800 mm par 1200 mm, mais on peut même aller plus loin. On a numérisé des parchemins qui venaient du Japon pour une bibliothèque, je crois que c'est la bibliothèque de Fréjus, qui faisait 11 mètres de long. C'est-à-dire qu'on va à chaque fois personnaliser notre approche et numériser, je dirais, par bloc, et puis après reconstruire au format Photoshop en PAO, ce qu'on appelle, hein, c'est du recollage sous Photoshop pour reconstituer l'original. Donc c'est vraiment à chaque fois comprendre le besoin, sélectionner les bons scanners, les bonnes techniques à mettre en place pour cela, avec des manipulations appropriées, puisque aussi on va avoir du déconditionnement de documents qui sont dans des pochettes mylar transparentes. On va devoir utiliser parfois des aimants pour des éléments roulés comme des calques, et donc parfois refaire aussi du recollage PAO en post-traitement, ce que l'on appelle post-numérisation. Parfois aussi, des opérations de restauration manuelle peuvent être envisagées, réalisées au préalable. Ça va dépendre. Si c'est des plans, par exemple, qui sont très abîmés, il vaut mieux les restaurer avant pour pouvoir après les numériser. Par contre, quand c'est des documents qui sont très serrés et qu'on veut refaire la relire puis les numériser, il sera préférable de défaire la reliure, de numériser à plat et de refaire la reliure après coup. Donc, tout va dépendre des objectifs et des contraintes amenées au document par leur nature. Le tout, c'est de faciliter la prise en main pour les opérateurs de numérisation et parfois aussi, avec cette restauration, de pérenniser dans le temps la vie du document. On pourra faire aussi, nos équipes d'archivistes historiens vont faire parfois du dépoussiérage, reconditionnement, et ainsi de suite. Par exemple, nous sommes pour 6 ans au Musée de Bretagne, on va dépoussiérer, reconditionner, rentrer dans la base plus de 500 000 phototypes, plaques de verre, ainsi de suite. Donc c'est vrai que cette préservation du patrimoine passe aussi par, même si on numérise et on préserve de manière numérique, il y a aussi des actions qui peuvent être menées pour préserver physiquement le document par du dépoussiérage, du reconditionnement et ou par de la restauration manuelle aussi pour remettre le document en l'état. Donc là, je vais plutôt parler de documents, je dirais, papier, petit, grand format. Les collections iconographiques vont être vraiment des typologies de documents à part entière. Là, vous voyez l'un de nos studios photos chez Arkenum, où on est vraiment dans un autre univers, où il y a vraiment des lampes pour illuminer, il y a une potence où on va pouvoir monter l'appareil photo numérique pour régler la résolution, la qualité de résolution, le niveau de résolution. Et donc, dans ce type d'atelier photographique, on va numériser des cartes postales, ce qu'on appelle les hectares, des plaques de verre en négatif, en positif, des tirages photographiques. En gros, on va avoir à traiter les différentes évolutions technologiques de la prise de vue photographique par rapport à cela. Donc la plupart des éléments sont plutôt en positif, mais parfois il faut révéler des plaques de verre qui peuvent être en négatif. Et donc là, va y avoir des résolutions souhaitées d'images, de capture d'images beaucoup plus importantes, en 3000 par 4000 pixels par exemple. Et là aussi, c'est l'usage que vous voulez en faire. Dans le cadre de bibliothèques numériques, par exemple, en ligne, faire une image, une photo en 300 dpi n'a pas vraiment de sens. Il va plutôt falloir le faire en 3000 par 4000 pixels pour pouvoir vraiment proposer des zooms dans les détails du document. Donc ça, c'était pour la collection iconographique. Et on va, autant les collections iconographiques, les collections papier, je dirais que c'est la numérisation est rentrée depuis les années 99 vraiment dans une productivité de masse, et c'est vraiment les établissements patrimoniaux sont vraiment lancés à fond dans ces campagnes de numérisation. C'est aussi parce que les archivistes, les conservateurs avaient des connaissances, c'était dans le cadre de leur formation. Par contre, quand on parle de documents audiovisuels, on va parler de typologie VHS, 16 mm, Super 8, U-matic. Et ces typologies de documents-là ont été un petit peu, je dirais, les parents pauvres de la préservation numérique, alors qu'au contraire, ça aurait dû être, en tout cas sur le plan du support et sa pérennité dans le temps, peut-être même les premiers. Autant, si vous voulez, les documents papier iconographiques, on voit physiquement, visuellement, leur dégradation ou pas. On voit s'il y a des trous dans le papier, quand on tourne la page, que ça se déchire ou ça se dérelie, et ainsi de suite. On arrive à mesurer cela. La problématique avec les documents audiovisuels, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité des formats, d'une part, comme vous pouvez le voir notamment sur la photo, mais il y a aussi une problématique liée au coût plutôt, je dirais,
aux typologies de scanners que l'on peut utiliser pour consulter ces documents. Et plus grand monde n'a un lecteur Humatic chez soi, ou même un lecteur VHS. Plus grand monde n'a un lecteur 16 mm de film, d'une part. Et d'autre part, physiquement, on ne voit pas où peut la dégradation, parce qu'on ne va pas souvent sortir les documents de leur boîte. Mais quand vous sentez, par exemple, une petite odeur de vinaigre, ça veut dire que le film est en train de se dégrader, est en train de se coller et ne pourra plus être déroulé, ne pourra plus être lu, parce que c'est les moisissures, des sortes de champignons qui vont pousser sur la pellicule. Et ça, la problématique qu'ont eu les établissements, c'est qu'ils ne s'en rendaient pas forcément compte et ils ne savaient pas forcément comment les traiter. Donc concrètement, ces fonds audiovisuels, de plus en plus, commencent à être un petit peu dans le domaine public, en tout cas pour les établissements classiques, les archives, les médiathèques, les bibliothèques. Quand on parle de l'INA et des grands établissements publics, là, effectivement, cette campagne de numérisation a été lancée il y a longtemps. Mais pour les fonds un peu plus petits, qui sont dans des collections un peu plus générales, ça a moins été pris en compte. Et les problématiques de scanner, ainsi de suite, pour pouvoir lire ces typologies de documents, sont toujours là et vont empirer. C'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins de scanners pour lire ces typologies de documents. Et là, une fois de plus, en termes de numérisation, les formats de fichiers vont évoluer, ne sont pas du tout les mêmes par rapport à ceux des documents papier. On va parler de format AVI, de H624, de point .move. Vous connaîtrez un peu plus, bien sûr, les MP4 ou les MP3, qui sont plus ces formats de consultation sur Internet, et les points WAV pour tout ce qui est audio. Donc vraiment, ces documents audiovisuels ont intérêt à être rapidement numérisés aussi, préservés, s'il y a des choses qui vous semblent pertinentes. La problématique aussi, c'est que parfois, vous ne savez même pas ce qu'il y a dessus. Et donc, les prestataires de numérisation audiovisuelle, parfois, proposent aussi de venir visionner en leur showroom ces bandes-là, mais bon, c'est pas toujours possible. Donc voilà, il y a une petite alerte sur ces documents audiovisuels qui est peut-être intéressant d'investiguer dans vos institutions. Et maintenant, on va passer aux objets. Donc, moi, je vais parler des objets 2D et 360 degrés. Et Art Graphique et Patrimoine, je leur passerai la main pour la partie 3D, vraiment. Les objets aussi, c'est des campagnes de numérisation un peu plus récentes qui ont été mises en place par les établissements publics, mais aussi par les établissements privés. C'est vrai que nous, on va travailler, Arkenum va travailler notamment pour des sociétés dans le spiritueux, des sociétés dans le pharmaceutique. Et c'est des établissements qui nous demandent des campagnes de numérisation, que ce soit en 2D, mais aussi de plus en plus en 360 degrés. Par exemple, une collection de 8000 bouteilles de vin d'un célèbre fabricant de spiritueux, par exemple. Mais aussi, sur le plan patrimonial, des campagnes de numérisation d'objets à 360 degrés. Je vous en ai présenté une là, donc c'était les bibliothèques jeunesse de la ville de Paris, où ce sont des livres pop-up aussi, qui peuvent s'ouvrir et se refermer. Donc c'est des choses que l'on réalise soit en 2D, soit en 360 degrés, dans des typologies de scanners assez différentes. Comme vous le voyez ici, il y a un plateau qui va pouvoir tourner et qui va proposer la numérisation en ce qu'on appelle en format multiple JPEG. Donc, quand on fait de la numérisation en 2D, Packshot, c'est un format JPEG. On va prendre un recto et un verso. C'est par exemple ce que l'on a fait pour le musée du sport à Nice. Ça peut être zoomable, mais ça reste statique. Avec le 360 degrés, là, vraiment, on va pouvoir capturer ce qu'on appelle en multiple JPEG. C'est-à-dire qu'on va prendre 56 shoots de la même image sous différents angles parce que le plateau du scanner va tourner à une vitesse constante et l'appareil photo va prendre tous ces JPEG. Donc soit les établissements vont vouloir récupérer ces multiple JPEGs, ou bien ils vont vouloir récupérer ce qu'on appelle un fichier HTML5 qui est embedded, c'est-à-dire que c'est un fichier qui encapsule ces 52 images et qui va donner la réalité d'un objet qui tourne sur lui-même. L'objet est zoomable et pivotable sur lui-même en automatique, en mode manuel. Par contre, on ne va pas pouvoir le tourner dans tous les sens, ce qui est là vraiment proposé, offert par la 3D. Et c'est là où on voit les différences entre ces différents types de technologies. C'est aussi par rapport aux besoins. Il y a aussi, je pense, des questions de coût par rapport à ces éléments-là. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Chiara. Et donc, je vais arrêter mon... J'ai partagé l'écran, Très bien, Emmanuel. super. Donc, ouais, parfait. Donc, on reprend la présentation. Vous me dites si vous voyez bien l'écran. Très bien.
C'est bon? C'est bon. Parfait. Donc oui, effectivement, alors j'en profite aussi pour représenter très très rapidement, parce que j'ai vu qu'il y a des nouvelles personnes qui se sont connectées. Donc on tient cette heure de formation avec Emmanuel Frémont d'Arkenum. Donc moi, je suis Chiara Cristarella d'Argafie et Patrimoine, responsable communication et développement. Et je suis accompagnée par Thomas, qui est notre ingénieur commercial, expert en numérisation 3D des monuments. Notamment. Et donc, on s'est partagé des discours avec Emmanuel justement pour présenter notre expérience, notre expertise en ce qui concerne l'acquisition des données et les technologies de captation numérisation pour tout ce qui est éléments avec du volume. Donc, en ce qui concerne la numérisation 3D d'objets et d'œuvres d'art, en effet, les formats sont très, très nombreux aussi, comme aussi sont les exploitations et les usages. Il est effectivement important de différencier numérisation 2D et 3D. Donc, quand on parle des modèles 3D, cela veut dire qu'on a acquis l'information volumétrique et donc on a accès à des fonctionnalités comme la manipulation, la visualisation de l'objet dans son volume global en 3 dimensions, du coup. Avec un degré des détails du zoom qui peut varier en fonction du projet et de la destination aussi de ces objets en 3D. Donc souvent, on le précise, c'est vrai que souvent on a besoin de faire un peu de pédagogie aussi auprès de nos clients dès qu'ils viennent nous voir en disant qu'ils ont besoin d'une numérisation d'un objet. Et comme l'a dit aussi Manuel très correctement, en soi, la numérisation doit avoir un objectif. Quand on numérise un objet, nous, la première question qu'on pose aussi, c'est à quel objectif? Pourquoi? Pour en faire quoi? Parce qu'il peut y avoir de l'archivage, effectivement, il peut y avoir de la conservation de l'empreinte numérique, mais ce qui est important, c'est de connaître quel est l'usage qui va être fait de ces modèles 3D. Parce qu'après, voilà, les modèles 3D, ils peuvent être compatibles avec un tas d'applications et dispositifs, donc des applications en bande tactile à la réalité augmentée, à des formats qui sont un peu figés comme des vidéos. Donc là, vous en avez des exemples dans les images. Donc on a à la fois des applications en réalité augmentée qui permettent d'afficher les objets dans leur information et dans leur volume, effectivement, sur un écran qui peut être un écran de téléphone, smartphone ou tablette tactile. On peut avoir de la manipulation de l'objet, aussi bien sur une bande tactile que sur un plus petit écran de tablette. On peut avoir un catalogue numérique également sur Internet ou aussi des formats vidéo, tels que, voilà, vous avez un exemple sur une sculpture qui appartient à la collection du domaine Chavat de Ponansac. Donc, pour réaliser ce type de vidéos, alors on voit bien que le niveau de réalisme est très, très, très important. Donc, on peut avoir l'impression d'être face au vrai objet. Mais on est face plutôt à l'objet en 3D. Donc, l'animation est recréée de manière digitale à partir du double numérique de l'objet. Donc, les vidéos, c'est juste un exemple effectivement d'usage. Ce n'est pas forcément le plus parlant, parce que nous, quand on fait de la numérisation, de la captation 3D, l'objectif, c'est surtout pouvoir utiliser ces doubles numériques effectivement dans son volume, donc avoir un tas d'informations à la fois techniques et pouvoir s'en servir aussi pour la médiation culturelle, la communication, comme on l'a dit. Donc, on va passer à la partie numérisation bâtie, donc patrimoine bâti. Tout ce qu'on va dire, c'est quand même aussi valable pour les œuvres d'art. Hein. C'est que Argafie et Patrimoine, comme évoqué avant, travaille dans ces domaines depuis 1994. Donc, on opère vraiment dans le cadre de tout type de patrimoine, que ce soit monument ou objet, collection. Mais effectivement, les techniques, les technologies varient en fonction à la fois de l'objet dont on est face et auquel on fait face et aussi aux objectifs. Donc, avant de rentrer dans les détails, on va faire peut-être un petit… on va vous donner les définitions de notre vocabulaire, ce que nous, on utilise tous les jours, hein, mais qui n'est pas forcément évident, surtout pour qui n'opère pas dans la technique. Et donc, je laisse aussi la parole à Thomas, qui peut, mieux que moi, vous donner ces définitions-là. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, nous, on va utiliser donc, plusieurs terminologies qui sont associées à des techniques et des méthodes d'acquisition.
Donc, on va parler, nous, de laser grammétrie, où on va utiliser donc, plusieurs types pareil, de scanners, des scanners terrestres, des scanners LIDAR, des scanners mobiles. On va utiliser aussi la photogrammétrie. Donc là, c'est plutôt avec des appareils photo. Donc, c'est des techniques d'acquisition qui sont un petit peu particulières, mais qui permettent de reconstruire, en fait, tout ça des jumeaux numériques. On va avoir donc, en termes de terminologie principale, je dirais, c'est le nuage de points, le fameux double numérique nuage de points, des ortho-images, des orthophotos. Tout ça, c'est des types de fichiers qu'on va pouvoir produire issus de la captation, laser grammétrique et photogrammétrique. Des usages, on va dire, peut-être plus communs pour ceux qui peuvent connaître un petit peu le BIM, qui est donc une maquette numérique où il y a un tas d'informations à l'intérieur qui fait un petit peu outil de gestion de vie du bâtiment, du monument. On va parler évidemment de divers formats de fichiers, des formats 2D, des formats 3D, des formats 2D si on reste sur de l'ortho-image, de l'orthophoto, du plan, puisque on va produire des documents qui vont être des documents techniques, et des formats 3D pour des choses qui vont être de l'ordre du modèle 3D, du modèle de nuage de points, du modèle photogrammétrique. Et donc, il y a en fait énormément de différences, énormément d'usages qui sont envisageables, tout simplement parce que il n'y a pas qu'un seul jumeau numérique. Le jumeau numérique, il englobe énormément de choses, surtout quand on parle d'acquisition sur les modèles, enfin sur des édifices, du patrimoine bâti. On peut avoir donc du nuage de points. Donc là, c'est des milliards et des milliards de points qui font, on va dire, la première pierre du jumeau numérique issu de la laser grammétrie. On va avoir des modèles, des documents qui vont en être issus, qui sont l'ortho-image, puisque des nuages de points, on peut sortir des documents 2D, donc qui ressemblent un petit peu à des radiographies, comme on voit sur l'image du milieu. Là, vous avez la flèche de Viollet-le-Duc de la charpente Notre-Dame avant l'incendie, évidemment. Et donc, en fait, on se rend compte qu'on peut avoir comme ça, déjà, dès qu'on a une première acquisition, ne serait-ce qu'en nuage de points, un tas de données absolument considérables sur l'architecture, sur la façon dont est construit un bâtiment. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont très précieuses et c'est des premiers documents qui sont livrables pour des architectes, pour des bureaux d'études. Donc, c'est ce vers qui on se tourne. Ensuite, on va aussi avoir l'orthophoto, donc là qui est issue d'une technique que je vais expliquer un petit peu plus loin, qui est la photogrammétrie. Et c'est juste pour vous illustrer un petit peu la différence. Là, on va appliquer la notion de texture. Donc, on a un document 2D qui est à la fois très précis et sur lequel on est venu apposer la texture. Donc là, on a d'autres informations encore qui apparaissent, comme les pathologies extérieures en façade. On peut avoir les fissures, on peut avoir tout ce qui concerne vraiment l'épiderme du monument. Donc, en fait, les techniques qu'on va utiliser, comme je le disais, la définition du jumeau numérique dans le patrimoine bâti, c'est toute une variété absolument considérable d'usages. Ce qui est important de connaître, et c'est pour ça qu'Emmanuel, finalement, on se recoupe un petit peu avec ce qu'il pouvait dire, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce jumeau numérique. De ce que l'on va en faire va découler la méthodologie pour laquelle, que l'on va appliquer. C'est-à-dire que on ne va pas forcément appliquer les mêmes méthodes, les mêmes scanners, ça ne va pas prendre forcément le même temps aussi. Et c'est vrai que donc c'est pour ça que bien comprendre l'usage final nous permet, nous, d'avoir exactement je dirais, les bonnes méthodes à appliquer. Je prends un exemple très simple. Si je dois faire un nuage de points, une laser grammétrie pour avoir
je dirais, des plans d'un monument, sans qu'il me soit précisé qu'en fait, dans ce monument-là, j'ai des salons classés avec des dorures, avec énormément de décors, avec énormément de choses. Je ne vais pas mettre le même temps à faire l'acquisition d'un monument, je dirais, où je dois faire des plans au 50e, au 100e, classique, je dirais, enfin, classique, je dis classique, mais c'est pas forcément classique, mais je dis des plans 2D, que si je devais faire les élévations de ces décors intérieur, ça prend plus de temps, c'est des techniques différentes. Et donc, tout ça, l'usage est vraiment prépondérant dans notre manière, dans notre approche. Et donc là, vous avez plusieurs exemples de jumeaux numériques. Vous avez, bon, on a pris l'exemple de Notre-Dame de Paris parce que Notre-Dame de Paris, on a fait le relevé avant et après l'incendie. On a été l'entreprise qui a été réquisitionnée par le préfet pour pouvoir faire le relevé après incendie. Enfin, voilà. Donc on a pu avoir ce comparatif aussi. Donc, on voit plusieurs types de rendus. On voit bien que le nuage de points, on a du nuage de points, on peut avoir du modèle photogrammétrique, on va dire, avec un peu plus de texture. On peut avoir de la maquette numérique, maquette BIM, j'en parlais. Et on peut avoir aussi des maquettes à usage plus de médiation, qui ne sont pas à usage technique. Là encore, le jumeau numérique, si on doit l'utiliser pour de la valorisation ou pour de la technique, ne sera pas, enfin, comment dire, on ne va pas y accorder la même technique, la même méthodologie d'acquisition, pardon, pour arriver à nos fins. Donc, c'est vraiment important de comprendre vraiment les usages pour savoir ce à quoi ça va. Enfin, évidemment, Et les pourtant, tous méthodes. ces exemples-là, on les appelle toujours jumeaux numériques. Donc, c'est là où la complexité, si vous voulez, de la définition, qui peut être effectivement très large. Et évidemment, jumeau numérique, c'est un terme qui est aujourd'hui très, très utilisé et très, très vulgarisé, mais qui, dans la technique, effectivement, peut ramener à différents exemples de données et donc à une complexité de données qui peut être plus ou moins importante en fonction de l'usage, justement. Donc voilà, donc pour détailler un petit peu, sans rentrer vraiment trop dans la technique, dans les méthodes, mais globalement, c'est pour illustrer un petit peu ce que je vous disais juste avant. La base prépondérante et je dirais absolument nécessaire de l'acquisition d'un jumeau numérique, c'est chez nous la lasergrammétrie. Ça reste la base de la technique avec, donc pour ça, chez AGP, on a plusieurs corps de métier, je dirais. Donc, il y a des géomètres comme moi, maintenant un peu moins qui s'occupent de l'acquisition de terrain, des télépilotes drones, ça c'est pour de la photogrammétrie. Mais donc, du coup, il y a des géomètres qui vont venir faire cette acquisition-là, qui vont venir poser le scanner sur un trépied. Donc, vous en avez une illustration, deux illustrations en haut à droite, pour lequel on va le positionner dans tous les endroits nécessaires à sa captation. Chez nous, on ne va laisser aucune zone d'ombre. Vraiment, on veut une captation complète, la plus complète possible, même si on est en haut des tours d'une cathédrale, on a les habilitations pour ça chez nous, mais on se veut se doter de cette couverture, je dirais, couverture globale en lasergrammétrie. Ça, c'est la base. C'est vraiment c'est ce qui nous apporte une finesse, si vous voulez, dans le modèle, dans le jumeau numérique, puisque c'est un outil, le scanner, qui est un outil métrologique. Donc là-dessus, on a une précision qui est de l'ordre du millimètre. Même si on arrive à démultiplier le nombre de stations, on a des outils aussi de calage. Après, derrière, évidemment, tous les logiciels, même si ça fait énormément de data, on peut arriver comme ça à faire 2000, 3000, 4000, 5000 scans sur des, comme par exemple à Notre-Dame, où on a fait plus de 5000 positions de scanner, et tout ça bien combiné, je dirais, avec des techniques particulières, on arrive à avoir des modèles qui sont très fidèles et très, très précis. Là-dessus, la deuxième méthode, je dirais, pour aller un petit peu plus loin, c'est la photogrammétrie. Donc la photogrammétrie, elle peut être aérienne ou terrestre. Alors là, vous en avez
petit exemple en aérien, justement à Notre-Dame, avec un de nos collègues. La photogrammétrie, pardon, c'est une technique d'acquisition de photos qui, prises avec un certain recouvrement entre elles, permettent, elles aussi, de reconstruire un modèle. Donc finalement, je vais avoir, vous allez me dire, 2 jumeaux numériques. Un jumeau numérique laser grammétrique, un jumeau numérique photogrammétrique. Et nous, on va être capable d'assembler les deux. Donc en fait, on va avoir un modèle qui est à la fois très précis je dirais, dans la mesure, dans le côté métrologique de la mesure, et à la fois avec la photogrammétrie qui est très fidèle en restitution des textures. Il faut savoir que Emmanuel en parlait aussi sur les acquisitions et les photos et les formats de fichiers dont il faisait référence. Le format RAW, celui avec lequel on travaille, nous, notamment chez AGP, c'est un format brut de captation d'images, de captation de photos. Là-dessus, nous, on va y appliquer des corrections colorimétriques, ce qu'on appelle des balances de blanc, des choses comme ça, qui vont permettre de restituer vraiment la texture donc du matériau. Ce qui est très, très important à savoir, c'est pour notamment quand on fait de la photogrammétrie sur du décor de peinture, quand on ferait de la photogrammétrie sur un parement en pierre, pour connaître vraiment les pathologies. Et donc, on rentre dans un autre niveau d'expertise qui permet d'avoir un autre regard, un autre type d'information sur le monument que l'on capte. Il faut savoir que ces deux types d'acquisition marchent aussi bien en extérieur qu'en intérieur. En extérieur, on va être sujet évidemment aux aléas climatiques et à la météo, évidemment. En intérieur, on va pouvoir avoir un environnement beaucoup plus contrôlé, que ce soit dans les lumières ou autres. Mais sinon, on va arriver donc justement à créer ce jumeau numérique que nous, on appelle modèle photogrammétrique, qui est à la fois la combinaison de la lasergrammétrie et de la photogrammétrie terrestre ou aérienne. Ensuite, on a un autre mode d'acquisition qui est de grande ampleur, je dirais, qui va moins s'attarder sur le monument lui-même, mais c'est bien d'en parler. C'est la technologie LIDAR, que vous avez une petite image en bas à droite. Là-dessus, on vient positionner un scanner, finalement, un scanner sur un drone. En gros, alors vous allez me dire, ça peut être ultra précis et ultra utilisable en tant que tel. Alors le LIDAR, il fonctionne avec une centrale inertielle, c'est un petit peu moins précis puisqu'il est sujet au déplacement du drone. Donc cette technologie-là, on va l'utiliser, nous, sur des terrains de grande ampleur comme des sites de fouilles archéologiques ou alors vraiment de la captation sur plusieurs hectares. Et là, ça fonctionne très, très bien. On a de très, très bons résultats là-dessus. On peut évidemment le combiner à nos techniques terrestres, moyennant des points de calage pour arriver à créer là aussi un jumeau numérique, mais alors qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, beaucoup plus vaste. On peut dire également que ces technologies sont également utilisées sur tout ce qui est objet. Donc là, on a parlé beaucoup effectivement des monuments, mais lasergrammétrie et photogrammétrie, c'est les mêmes effectivement méthodes qu'on utilise aussi sur les objets. Et là, vous avez aussi un exemple d'une autre typologie d'acquisition qui est via l'RTI. Effectivement, là, on est plutôt sur du multispectral. On est sur une acquisition beaucoup plus poussée pour tout ce qui est objet, on a besoin d'un niveau d'information beaucoup plus important. Donc, par exemple, on l'applique sur les tableaux où on veut pouvoir visualiser les couches des peintures ou les fissurations, et donc tout ce qui est invisible à l'œil humain. Et donc là, on arrive vraiment à un degré de précision assez important et à d'autres résultats encore. Oui, donc ouais, je complète ce que dit Chiara. C'est vrai que sur la numérisation d'objets d'œuvres d'art, il y a encore une fois d'autres types de scanners. Voilà, tous ces types de scanners, tous ces types de méthodes d'acquisition, on les connaît, on les maîtrise. Seulement, elles ne sont pas applicables évidemment à tous les usages. Donc j'y reviens. C'est toujours important de le savoir quand on a, nous, c'est ce qu'on veut un petit peu décloisonner quand on a une demande entrante comme ça, c'est dire,
voilà, est-ce que c'est de l'objet? Quelle est la taille de l'objet? Quelle est sa couleur? Quelle est sa matière? Quelle est sa texture? Donc ça, c'est vraiment pour l'objet. Et ensuite, c'est à quoi ça va servir? Est-ce que c'est pour faire du web? Est-ce que c'est pour faire de la médiation culturelle? Est-ce que c'est pour faire des documents techniques? Il faut savoir qu'on peut rentrer dans quasiment de l'inframillimétrique avec des scanners d'objets. Et du coup, on peut, au lieu de faire des fois parfois transiter les œuvres, on peut faire transiter les modèles numériques pour faire des recherches, pour faire des études, tellement les modèles sont précis. Ici, par exemple, il y a un exemple de processus de création de jumeaux numériques sur l'Opéra Garnier. Donc, on a utilisé plusieurs techniques ici. On a utilisé donc du scanner, de la lasergrammétrie, de la photogrammétrie, et derrière pour des usages qui étaient vraiment tous les usages possibles qu'on puisse faire du jumeau numérique. C'est-à-dire que de la même acquisition, avec deux types de méthodes, enfin avec une même acquisition, on est venu faire énormément d'usages derrière. C'est-à-dire qu'on a créé une maquette BIM, on a créé un modèle photogrammétrique, on a créé un nuage de points, on a créé des orthophotos, on a créé un modèle d'outils temps réel, de modèle 3D temps réel. Donc, voilà, faut bien avoir en tête que c'est euh, de certaines méthodologies d'acquisition découlent énormément d'usages. Tu veux continuer peut-être, Chiara? Oui, je vais continuer. Donc là, sans forcément répéter, donc l'évaluation des besoins est effectivement le point le plus important pour nous, pour permettre effectivement d'identifier les bons précédés, donc le niveau de détail également, et donc les livrables qu'on va donner à nos clients. Donc, comme on a dit, il y a autant d'exploitations que des formats. On peut, à partir du diagnostic ou de l'archivage numérique, pour arriver effectivement à des usages de communication, aussi donc non seulement études techniques, travaux, pilotage des travaux, mais aussi donc dispositifs de médiation, de communication événementielle. Donc, on a aussi tout ce qui est cinéma, virtual production, avec la création de décors virtuels. Publicité, événementiel comme video mapping. On a l'exemple de l'événement qui vient de démarrer, Aura Invalide, donc où la société qui l'a réalisé a fait appel à nous justement pour la numérisation du dôme des Invalides. Donc là, on a l'exemple d'ailleurs à l'image plus haute. Alors, je vois que là, on n'a pas la bonne. On a inversé les didascalies, mais il s'agit effectivement du dôme des Invalides dans l'image des hauts et de la chapelle Montligeon en bas. Et donc, dans les deux cas, on a un modèle qui est photogrammétrique. Donc, on pourrait avoir l'impression d'être face à une photo, mais on est bien dans le modèle numérique. Donc, parmi les nombreux usages et les avantages de la création d'un double jumeau numérique, ces jumeaux numériques, on peut aussi les monétiser, les commercialiser. Donc, ça, c'est qu'on propose dans le cadre d'un projet qui est très récent chez AGP, qu'on a appelé Heritage Virtual Scene. Donc, les noms viennent effectivement d'un de ces usages-là dans la virtual production. Projet qui a été lancé à l'occasion de l'événement Viva Technologie à Paris en juillet dernier. Donc, concrètement, on propose aux institutions culturelles de devenir agents de leur jumeau numérique, de développer une bibliothèque de décors virtuels du patrimoine, dont l'objectif, du coup, de créer les doubles numériques des sites et de les commercialiser pour les divers et nombreux usages existants, tout en faisant en sorte de garantir le contrôle de l'institution sur sa marque et donc sur son jumeau. Donc, on a l'exemple de l'Opéra de Paris qui est le premier site pilote de notre offre. Et pour donner effectivement quelques exemples d'usage, pour l'opéra, le principal est sans doute la production du visuel. Donc, l'institution a l'opportunité de commercialiser son jumeau auprès des productions visuelles, que ce soit du cinéma, de la publicité, des productions XR. Donc, XR, on entend tout ce qui est technologie de valorisation via la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les technologies mixtes, effectivement. Effectivement, toutes ces productions-là ne peuvent pas être filmées dans les espaces de l'opéra parce que l'Opéra Garnier est forcément une salle de spectacle. Donc, sa première fonction est celle d'être à disposition des spectacles qui sont
présentés à l'Opéra. Et donc, les locaux ne sont pas toujours disponibles, dont la salle des spectacles notamment, pour les longs tournages. Donc, sans forcément voilà, s'éterniser sur les sujets, il faut dire que c'est un projet qui répond effectivement à plusieurs enjeux, donc non seulement les enjeux économiques, donc pour une institution, le fait de commercialiser son jumeau numérique, mais aussi de pérennisation du patrimoine, parce que du coup, l'idée, c'est de créer une archive numérique du patrimoine bâti et des œuvres d'art. Permettre effectivement, remettre au centre la souveraineté numérique de la donnée, parce que du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec des modèles 3D qui sont créés, qui ne correspondent pas aux monuments réels, et surtout, le monument réel n'a aucun retour économique sur la vente et sur la commercialisation de ces doubles numériques-là. Et nous, voilà, on propose de remettre au centre tout cela pour aussi rémunérer les sites grâce à cette commercialisation. Donc après, si voilà, vous voulez en savoir plus, on pourra en parler, soit à cette occasion, soit dans des prochaines occasions. Alors là, je ne sais pas si vous entendez le son, mais on va peut-être couper. On voit l'exemple effectivement de processus de captation sur le Père Garnier, avec une acquisition du coup complète, comme disait Thomas tout à l'heure, qui a permis d'acquérir le maximum de données. Donc on se retrouve avec cette base de données qu'on va traiter et on va produire à la fois des corps virtuels, mais aussi un modèle 3D qui permet de faire de la valorisation via une application de visite virtuelle. Donc, on va se retrouver à assister, donc grâce à un casque de réalité virtuelle, à une expérience immersive, créative, dans la salle de spectacle de l'Opéra. Donc là, vous voyez le processus, évidemment. Alors, on n'a pas forcément parlé de tout cela, mais une fois la captation effectuée, il y a toute une partie des traitements de données. Donc, le travail ne s'arrête pas à la captation in situ, mais il y a tout un traitement de données derrière qui permet de démultiplier les usages, effectivement. Donc, on va passer aux bénéfices et opportunités. Alors, je garde peut-être la main, Emmanuel, sur la présentation, mais on va pouvoir peut-être évoquer les différentes exploitations possibles. Donc, je te laisse la parole, après je continuerai. Oui, donc merci Chiara. Donc comme on l'a dit, toute cette donnée, l'acquisition de données numériques, de jumeaux numériques, va ouvrir le champ des possibles à tout type de perspectives de communication. Là, on est dans le domaine du marketing, la communication. Donc c'est à vous de définir quels sont, en fonction de vos objectifs, de vos cibles, quels sont le ou les outils de communication que vous devriez développer. On va avoir des outils print, comme des livres événements. Hein. Là, c'est un livre anniversaire qu'on avait fait pour les 100 ans de la Ligue méditerranéenne de football. On va faire aussi des films patrimoniaux. On va pouvoir aussi, vous allez pouvoir mettre en place des expositions physiques à travers la mise en place de cartels d'exposition avec des impressions grand format, ou encore mettre en ligne sur des bibliothèques numériques, des sites patrimoniaux, ou bien votre site étendard, tout simplement, un certain nombre de documents, d'objets qui seront consultables sur vos sites Internet. Donc, je te laisse Chiara continuer pour la partie... Et pour ce qui concerne effectivement la numérisation plutôt 3D, on a également plusieurs usages. Alors, si on parle de communication, mais aussi, si on veut l'appeler médiation culturelle, parce que c'est vrai que tout ce qu'on a en exposition, on peut vraiment ouvrir le champ des possibles grâce à un modèle 3D. Donc, si on imagine des objets et des œuvres d'art qui sont exposés dans les musées, souvent, on n'a pas la possibilité de se rapprocher, on n'a pas la possibilité de tourner l'objet, on ne peut pas les saisir. Donc, tout ce qui est médiation digitale dans les cadres d'exposition est effectivement très important, et c'est qu'on peut faire à partir d'un modèle 3D. Donc là, on voit des exemples à la fois au Louvre Abu Dhabi, dont on a numérisé la collection, et donc là, vous avez un exemple de bande tactile où on peut manipuler un objet, donc on est sur un globe, et on peut en voir les détails. Donc, on va zoomer effectivement aux détails les plus petits.
manipuler l'objet qui est, lui, conservé dans une vitrine, et donc on ne peut pas y accéder. On a également la bande tactile et film sur le Palais Darius de Prémier effectué pour le musée du Louvre à Paris, donc le département des Antiquités orientales, où là, c'est plutôt la numérisation, le double numérique des différents éléments architecturaux qui sont aujourd'hui conservés encore au musée, mais qui sont hors contexte. Donc là, la possibilité de recréer le contexte original, donc reconstruire le palais dans toute sa splendeur et pouvoir s'y promener à l'intérieur. Donc là, on est plus on est non seulement dans la numérisation, mais aussi dans la reconstruction 3D historique. Mais on va rajouter effectivement ces informations-là pour recréer une expérience unique. Encore autre exemple, à la Télé des Lumières, une exposition immersive qui est en cours, je crois encore en cet automne, sur les œuvres de Chagall. Donc, la numérisation des œuvres de Chagall qui a permis de créer effectivement ces animations 3D à l'intérieur de ces spectacles. Et encore un autre exemple, l'usinage, donc tout ce qui est impression 3D usinage et tout ce qui est production de facsimilés pour la médiation auprès du public aveugle. Donc, notamment, on a un exemple sur les catacombes de la ville de Paris. On a pu numériser un élément, une partie des catacombes pour en faire effectivement un élément à pouvoir utiliser en muségraphie, donc pouvoir toucher. Ça, c'est un exemple, mais on fait ces genres de choses assez souvent à partir de la numérisation. Et encore, dans la médiation culturelle, on peut encore penser à des millions d'usages différents. Donc, on a les arènes des mimes dans un web doc, donc un site internet où on peut accéder à plein d'informations sur les monuments. Donc, on peut rentrer dans le double numérique. Encore une fois, on a aussi de la reconstruction 3D parce qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être allé à Nîmes. Les arènes sont quand même assez bien conservées, mais on ne voit pas tout un tas d'éléments comme les vélums, par exemple, qu'on voit ici. Et donc, on peut apprendre le fonctionnement d'outils qui ont disparu. Le château de Vitré, donc, on a là-dessus le double numérique du château qui est montré aussi dans son état aujourd'hui, mais aussi dans son évolution architecturale. Et encore le même concept, mais sur un autre type d'outil de valorisation, donc la réalité augmentée à la baie des Jumièges, comme aussi des applications on a travaillé sur plus d'une quarantaine d'applications de ce type-là. Donc, on fait des itinéraires, effectivement, dans les territoires. On pourra évoquer ces éléments-là dans le webinaire qui est dédié aux outils des valorisations. Et là, vous en voyez encore. Donc, on a vraiment des tas d'usages pour le rayonnement et la valorisation aussi en réalité virtuelle. Donc, toujours basé sur, comme l'exemple du musée virtuel en question, la troisième image, où on a les doubles numériques d'œuvres d'art qui sont accessibles et qu'on peut toucher via le casque de réalité virtuelle, saisir, ouvrir, manipuler, tout ce qu'on ne peut pas faire dans la réalité d'une visite concrète et physique, effectivement. Manuel, on ne t'entend pas, ton micro est coupé. Oui, merci. Tout ça, c'est bien alléchant, effectivement. Là, je vois quelques petites questions qui arrivent sur le chat, on va en parler, hein, notamment ça parle de budget disponible nécessairement limité. C'est vrai que toutes ces prestations-là ont un certain coût. Il faut savoir qu'il y a des subventions nationales et parfois européennes aussi qui peuvent être en support pour vous aider à pousser vos projets. Donc, notamment en France, hein, on a les appels à projets ministère de la Culture qui sont plutôt pour les documents 2D, documentaires, iconographiques. Il y a des appels à projets relancés par la DRAC, la région. Il y a des appels à projets plutôt dans le domaine de la recherche, donc universitaire avec ANR. Pour tout ce qui est plutôt 3D, c'est le programme PIA 4, France 2030. Hein. Et vous avez même des fonds européens, des fonds FEDER, où parfois on a des projets qui sont portés par des fonds FEDER. Aussi, il y a des fondations, des mécènes, Fondation du patrimoine, Fondation de la sauvegarde de l'art français, à savoir il y aura début novembre le Salon international du patrimoine culturel sur Paris, sur lequel il y aura des fondations notamment aussi. Et il y aura aussi art graphique et patrimoine. Donc, si jamais après vous voulez parler un petit peu de tout ce qui a été vu aussi, et que vous êtes sur Paris, que vous venez à cet événement, donc c'est à Paris, c'est aussi des choses qui sont possibles.
Donc, ces subventions nationales, européennes existent. Vous pouvez faire des recherches sur Internet. Nous, sur les réseaux sociaux Arcanum, on essaie de les relayer aussi pour pouvoir informer les personnes qui nous suivent de ces opportunités-là. Voilà, donc ça, d'un côté, les subventions qui peuvent vous aider à porter ces projets-là. Je précise également que du côté d'AGP, alors évidemment, c'est des projets qui ont un certain coût, sans doute. De notre côté, sur moi, la numérisation des monuments, mais aussi d'œuvres d'art, on a lancé un prix Art Graphique et Patrimoine il y a 3 ans maintenant, qui vise effectivement à faire du mécénat des compétences pour les sites qui ne peuvent pas accéder à des fonds, qui n'ont pas suffisamment de fonds pour faire numériser leur patrimoine. Donc, disons qu'il s'agit évidemment d'une petite enveloppe à l'échelle de notre société, qui est quand même une PME, et qui permet en tout cas de profiter effectivement d'utiliser ces technologies de numérisation et des relevés dans lesquels des projets notamment de valorisation ou de conservation et des travaux, des restaurations. Donc là, on est à la 3e édition du prix et on va annoncer le gagnant de cette édition lors du Salon du patrimoine, justement. Et donc, pour aller plus loin, c'est qu'on vous propose, c'est de continuer à nous suivre dans les prochains. Alors, il y a déjà donc les visites de l'entreprise, effectivement. Donc, on a la nôtre qui est prévue le 28 novembre, mais aussi les webinaires qui est dédié à la partie, effectivement, innovation technologique dans le cadre de la valorisation de la médiation culturelle, qui est, si je ne m'abuse pas, le 21 novembre. C'est sûr, Alors, c'est sûr. voilà, c'est la slide d'après, effectivement. Là, ce qu'on vous propose en gros, c'est d'aller plus loin. Vous avez pris connaissance un petit peu des tenants et des aboutissants de tout ce qui est la numérisation. Une fois que vous avez ce jumeau numérique, qu'est-ce que je peux en faire? Donc, il y aura une première présentation, un webinar toujours qui sera le jeudi 16 novembre, qui sera sur la valorisation en ligne et la création des outils ad hoc. Donc, ça sera plutôt animé par Arcanum par mois. Et dans un deuxième temps, tout ce qui est valorisation virtuelle et augmentée, qui sera vraiment le développement de tout ce qui a été vu avec Chiara et Thomas, les différents usages, elle est plus dans le détail par rapport à ça, mardi 21 novembre à 10h. Donc ça, c'est vraiment les 2 éléments qu'on vous propose pour aller plus loin. D'un côté, les visites d'entreprise, qui seront plutôt à la fin de l'année, pour voir vraiment en réel ce qui se cache un petit peu sous la réalité de la numérisation, au quotidien, comment ça se passe, et de l'autre côté, aller plus loin avec les webinars sur la partie vraiment l'étape d'après. Et pouvoir tester surtout, parce que effectivement, donc, quand on parle de technologie numérique, de valorisation, il est aussi important pour faire bien la distinction entre les différentes solutions, pouvoir les tester. Donc, on va peut-être terminer, Emmanuel, sur les questions-réponses, parce que je vois Tout à fait, oui. que… Oui. Donc, si jamais vous voulez suivre l'actualité des patrimoines sur les réseaux sociaux, donc vous avez ici les liens. Je crois que de toute façon, Sabrina partagera ce support-là. Donc, Arcanum, Art Graphique et Patrimoine, et Mémoriste. Mémoriste, c'est une entité dont fait partie Arcanum AGP, qui a vocation, grâce au savoir-faire de 5 entreprises, à valoriser en France et à l'international tout type de préservation et de valorisation des patrimoines. Donc, vous avez les possibilités de suivre ces éléments-là. Donc, si on remonte un petit peu dans les questions qui ont été posées, donc il y a une première question qui a été posée à 10h40. Au bout de combien de temps le contenu d'un VHS n'est plus lisible? Alors ça, c'est plutôt moi qui vais vous répondre là-dessus. En théorie, la durée de conservation d'une cassette VHS, c'est plutôt entre 10 et 25 ans. Et donc, comme le format a été lancé il y a près de 35 ans, je dirais que c'est peut-être déjà le cas, mais qu'elle ne soit plus forcément peut-être lisible. Donc, il y a d'essayer de voir, d'ouvrir la boîte. Si jamais vous avez un lecteur, effectivement, c'est d'essayer de voir si ça tourne ou pas. Mais par-delà cette conservation de 10 à 25 ans, c'est aussi les conditions, ça dépend des conditions de conservation. Est-ce qu'elles ont été conservées dans des conditions de conservation à peu près classiques et hydrométriques, où il n'y a pas de changement de température constant, ou bien dans des pièces standards qui ont connu les chaleurs de l'été, le froid l'hiver, qui prennent la poussière, ou est-ce que tout simplement il y a aussi d'autres typologies de documents qui peuvent être des films 16 mm et autres, qui eux vont connaître une dégradation encore plus rapide avec des
des moisissures, des odeurs de vinaigre qui peuvent potentiellement se répandre sur d'autres typologies de fonds autour. Donc ça, je pense qu'on ne va pas pouvoir aller plus loin dessus pour cette réponse. Est-ce que, Madame Carton, ça répond à votre question ou pas? Je suppose que oui. Oui, oui, Ok, super. absolument. L'autre question qui a été posée, que recommandez-vous aux clients encore indécis quant aux usages des scans? Même si les budgets disponibles sont nécessairement limités, est-ce que le meilleur moyen pour une institution d'être future-proof n'est pas de numériser son patrimoine de la façon la plus complète possible, de faire le plus possible aujourd'hui pour être prête pour les technologies et les usages et les attentes de demain? Question à la fois pour Arcanum et AGP. Alors, je vais commencer par répondre à Arcanum pour notre partie. Alors, c'est vrai que disons que quand vous parlez de budget disponible nécessairement limité et que vous dites de numériser l'ensemble, j'ai envie de dire, après, je ne connais pas vos collections, ça peut être quelque chose d'extrêmement chronophage. De vouloir tout numériser, et si vous dépensez tout dans la numérisation et qu'après, il ne vous reste plus de budget pour la valorisation, ça aura, entre guillemets, un petit peu servi à rien avant peut-être 1 ou 2 ans. Ce qu'on fait des établissements, par exemple, c'est je pense à une ville d'archives de Bazas, dont je parlerai pas mal, je ferai un focus dessus lors de du prochain webinaire. C'est une ville qui a décidé d'investir de manière assez conséquente pour une petite ville, mais c'est aussi de pouvoir se dire, je vais numériser dans un premier temps, mais dans la même année, je vais mettre en ligne, en tout cas, je vais faire des actions de communication qui vont faire que la numérisation que j'ai engagée va être visible tout de suite. Et c'est ce qu'il a fait la première année, la deuxième année, la troisième année. Et au final, dès la première année, il y a eu une adhésion des administrés, il y a eu une adhésion du département de culture de la ville qui a fait qu'il y a eu une adhésion forte du public, mais aussi des actions qui ont été relevées au niveau de la presse, puisqu'il y a des articles dans la presse, Sud-Ouest, ainsi de suite, et même les félicitations des archives de France pour leur politique de numérisation et de valorisation. Donc, il faut peut-être bien réfléchir à vouloir tout numériser d'un coup, mais pas avoir de budget après pour pouvoir mettre en ligne ou pour pouvoir ouvrir au plus grand nombre. C'est peut-être pas la meilleure solution. Après, il faut voir si vous avez déjà des éléments qui sont disponibles aussi au format numérique. C'est peut-être aussi diriger ces efforts de numérisation et de valorisation, peut-être sur ce que l'on appelle, nous aussi, des pépites, c'est-à-dire des documents emblématiques qui feront que sa numérisation et sa valorisation permettront d'apporter au niveau du grand public, au niveau de la presse et ainsi de suite, je dirais des retentissements plus importants qui vont permettre de gagner en confiance de la part de vos élus ou de votre institution et de pousser plus loin ces campagnes-là et de pourquoi pas aller chercher des budgets internes mais aussi externes avec la BNF ou autres pour des campagnes futures et de valorisation. Je pense que je vais m'arrêter là pour partie Arcanum. Je vais laisser AGP répondre pour leur partie à eux. Ouais, tout à fait. Merci Emmanuel. C'est pour rejoindre d'ailleurs ce que tu dis, qui est très juste, c'est c'est le côté pépite évidemment. Donc dans les monuments historiques, c'est pas facile de prioriser qu'est-ce qui est pépite, pas pépite, grand patrimoine, petit patrimoine. Parfois, c'est moins évident. Je dirais moi ce qui est de prime abord comme ça, c'est d'arriver à trouver, à prioriser un petit peu, à savoir est-ce qu'un monument est en péril? Est-ce que c'est un monument sur lequel on veut justement trouver de la valorisation, on veut trouver des choses à faire pour le mettre en avant? Ça peut être dans un territoire, ça peut être voilà, ça peut être tout type d'édifice. Monument et œuvre d'art. Et œuvre d'art, évidemment. Mais c'est vrai que le tout numérique, tout numérisé, on voit que, évidemment, ça peut. Alors, ça ne prévient pas des dangers, mais en tout cas, ça permet de restituer des choses après qu'il y ait eu des sinistres. De garder la trace, en tout cas. D'avoir une archive numérique, numérique. c'est sûr, pérenne. On le voit avec Notre-Dame de Paris, on le voit aussi avec la cathédrale de Nantes, pour lequel l'orgue a entièrement brûlé. Et il faut savoir que chez AGP, en plus des œuvres d'art, on est spécialisé dans la numérisation des orgues. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté aussi où on se dit, on parle donc de pièces, d'édifices qui ont des centaines d'années, voire des milliers pour certains. Et donc c'est d'arriver à prioriser
prioriser peut-être parfois qu'est-ce qui est en péril ou pas, ou derrière, est-ce qu'on veut mettre telle ou telle œuvre d'art, édifice en valorisation. Et effectivement, donc, quand c'est une question de moyens, la numérisation, nous, pour être tout à fait clair, hein, c'est du temps homme, hein, c'est combien de temps vont passer les personnes à aller faire cette captation. Je parle là que pour de la captation. Mais c'est déjà, on peut arriver à faire euh, vraiment des petites missions. Je dirais que nous, on n'a pas pour parler de budget, mais on n'a pas de budget d'entrée. Je veux dire, vous venez nous interroger pour 1500, 2000 euros, on peut se déplacer, on peut commencer à faire des choses. On ne va pas faire tout, mais on peut faire des choses. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'on n'est pas obligé de faire tout un monument. On n'est pas obligé de faire tout un édifice. On peut arriver comme ça, nos techniques permettent d'arriver à faire plusieurs captations à différents moments. Donc ça peut être sur une année pour une fin de budget, pour quelque chose. Vous avez besoin d'aller faire ça parce qu'il y a des travaux qui sont prévus. Et puis derrière, peut-être 1 an, 2 ans en suivant, revenir. Et ça nous arrive, hein, c'est pour ça qu'aussi on a parfois cette capacité à revenir aussi sur des dossiers sur lesquels on a été sollicité. Notre-Dame en faisait partie. Voilà, parce qu'on a ces archives numériques qui finalement qu'on arrive à faire vivre aussi. Donc on n'est pas obligé d'avoir tout d'un coup non plus. Donc, ouais. Donc, prioriser et garder toujours bien en tête les exploitations, les besoins, parce que c'est vraiment ça qui va déterminer l'intervention. Il y a une troisième question. Alors, je suis étudiant, je me demandais si je peux venir lors des visites pour observer concrètement les fonctionnements de ce que vous proposez, si c'est possible. Donc, alors nous, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, on sera au Salon du patrimoine très prochainement. Il faut savoir, c'est un salon qui est aussi grand public. Donc, il y a la journée samedi et dimanche également. Et nous, on sera sur place. Alors, souvent, c'est la meilleure occasion pour rencontrer non seulement les équipes commerciales et communications, mais aussi les équipes techniques, parce que c'est un peu l'occasion aussi qu'on donne à nos collègues de pouvoir se déplacer et pouvoir rencontrer aussi à la fois les clients, les partenaires. Et donc, je vous invite également à passer, éventuellement nous contacter aussi pour une invitation. Ça peut être, à mon avis, la meilleure solution. Voilà, après pour les visites, je laisserai Sabrina. Je pense que c'est elle qui prendra les inscriptions. Je vais finir de compléter pour la remarque pour Maxime Hérault. Je vais aussi, moi, durant ma prochaine présentation, mon prochain webinaire, essayer vraiment aussi de replacer dans le contexte de comment lancer un projet de numérisation, de valorisation, c'est-à-dire se poser les bonnes questions. Là, dans le marketing, la communication, c'est faire un benchmark, en gros, de ce qui a été fait, ce qui marche pas, essayer de définir des cibles concrètes, et quelles sont les actions que l'on veut prioriser, et en fonction de toutes ces réponses-là, de ces éléments-là, d'analyser aussi l'existant par rapport à vos pratiques justement de valorisation, et de voir effectivement comment on peut au mieux répondre aux besoins par rapport à vos questions-là, parce que tout ça va partir d'une analyse de l'existant, des projections, des cibles que vous souhaitez toucher, d'une priorisation aussi en termes de calendrier aussi, de réalisation des actions. Et donc, il y a toutes ces choses-là qu'il faudra prendre en considération. Est-ce que, Monsieur Hérault, ça a répondu à votre question ou pas? Ou toute partie OK. Pour les visites, très bien, absolument parfait. Pour les visites, donc comme le disait Chiara, il faudra vous adresser à Sabrina. Ça, concrètement, il y a un nombre de places limité sur les visites sur Paris. Donc, ça sera à elle de voir au mieux. Donc, il faudra la contacter, elle. Donc, les 2 visites sont sur Paris. Si jamais, il y a des personnes qui sont plus du côté du sud-ouest notamment. Moi, je suis basé à Bordeaux, donc le siège Arcanum est à Bordeaux. Donc, on peut éventuellement aussi organiser des visites sur Bordeaux si nécessaire. Voilà, donc ça, idem, vous passez par Sabrina et puis pour voir comment organiser. Donc on vous rend la main, Sabrina, s'il n'y a pas d'autres questions. Très bien. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez quelques questions complémentaires.
si jamais n'hésitez pas. De toute façon, nous sommes en contact. N'hésitez pas si d'ici là vous avez d'autres interrogations. Je me chargerai de les transmettre à Chiara, Emmanuel et Thomas avec plaisir. Merci beaucoup à vous trois pour cette présentation très claire, très dense, mais très illustrée qui nous a permis de mieux cerner les enjeux de définition et de conceptualisation, d'illustration autour du jumeau numérique. J'espère que vous avez appris plein de belles choses qui vous seront utiles pour valoriser, pour conserver et promouvoir au mieux vos collections. Donc, on reste à votre écoute pour toute information complémentaire. Et comme je le disais au début du webinaire, donc celui-ci est enregistré et on vous communiquera l'enregistrement très, très prochainement. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Chiara, Thomas, Emmanuel, vous avez un dernier mot Merci pour la Sabrina. fin. Non, non, on est à disposition si jamais vous avez des questions. Je pense que vous allez transmettre nos coordonnées aussi. N'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous. Merci, Avec Bonne merci journée à beaucoup. tous. Merci Merci pour la beaucoup. formation, merci Et bonne beaucoup. journée. Très bonne journée. Très bonne journée. Merci beaucoup. Merci, bonne journée, au Merci, revoir. au revoir. Vous devez garder en tête toujours à ce